Bonjour à tous et bienvenue sur Culture Mondiale. Au cœur de l'Afrique de l'Ouest, niché entre la Côte d'Ivoire, le Togo, le Burkina Faso et les rives du golfe de Guinée, le Ghana est une terre de contrastes fascinants. Ce pays d'environ 33 millions d'habitants allie une mosaïque de peuples, de langues et de traditions façonnées par des siècles d'histoire mouvementée. Accra, sa capitale, est le reflet de cette dynamique. Une ville moderne où les gratte-ciel côtoient les marchés traditionnels, où les rythmes de l'afrobeat s'élèvent de parmi les klaxons d'un trafic incessant. Mais le Ghana ne se limite pas à ces grandes villes. Dans ses villages, ses forêts et ses savanes bat le cœur d'une culture millénaire. Pour comprendre cette nation aujourd'hui respectée pour sa stabilité politique et sa richesse culturelle, il faut plonger dans son passé, remonter le fil du temps jusqu'à l'aube des civilisations africaines. Bien avant l'essor des royaumes puissants et l'arrivée des Européens, les terres du Ghana étaient déjà habitées par des communautés humaines organisées. Les archéologues ont découvert des traces de vie remontant à la préhistoire, où des groupes nomades de chasseurs-cueilleurs évoluaient dans les savanes du Nord. Ces premiers habitants développèrent progressivement l'agriculture, notamment la culture du mil, du sorgho et du yam, et s'installèrent dans des villages permanents. À partir du XVe siècle, les territoires de l'actuel Ghana voient naître des royaumes puissants, dont les structures politiques, militaires et culturelles rivalisent avec celles des grands empires africains. Le plus illustre d'entre eux est le royaume Ashanti. Fondé vers 1670 par le roi Osei Tutu, avec le soutien spirituel du prêtre Okomfo Anokie, l'empire Ashanti repose sur une vision centralisée du pouvoir. Le trône d'or, symbole sacré de l'unité nationale, incarne la force spirituelle et politique du peuple. Les Ashanti bâtissent leur capitale à Kumasi, qu'ils transforment en un centre d'administration, d'artisanat et de commerce. Leur armée est organisée, disciplinée, et utilise des armes achetées aux Européens en échange d'or. Mais ils ne sont pas seuls. Les Fantes, installés sur la côte, forment une confédération redoutable. Plus au nord, les Dagomba et les Gonja maintiennent leur royaume. Ces entités politiques prospèrent grâce au commerce, notamment celui de l'or, qui attire déjà les convoitises extérieures. La richesse en or des côtes du Ghana attire les Européens dès la fin du XVe siècle. En 1471, les Portugais sont les premiers à accoster. Ils construisent le fort d'Elmina en 1482, le plus ancien édifice européen en Afrique subsaharienne. Peu après, les Hollandais, les Danois, les Britanniques et d'autres nations se disputent l'accès à cette terre prospère. Au fil des décennies, les forts se multiplient le long de la côte, mais très vite, l'or cède sa place à un commerce bien plus sinistre, celui des esclaves. Le Ghana devient l'un des principaux foyers de la traite négrière transatlantique. Des dizaines de milliers d'Africains, arrachés à leurs terres, sont enfermés dans les cachots des forts comme Elmina et Cape Coast, avant d'être envoyés vers les Amériques. Cette période sombre a un impact profond sur les sociétés locales. Certains royaumes participent à la traite en échange d'armes et de biens étrangers, alimentant des conflits internes. Les cicatrices laissées par ce commerce d'êtres humains marquent encore aujourd'hui la mémoire collective du pays. À partir du XIXe siècle, les Britanniques prennent progressivement le contrôle de la Côte de l'Or. En 1864, ils établissent une colonie officielle, renforçant leur domination au détriment des royaumes locaux. Mais la résistance est tenace. Les Ashanti mènent plusieurs guerres contre les forces coloniales. L'une des figures les plus emblématiques de cette époque est Yaa Asantewaa, reine-mère d'Ejisu, qui en 1900 dirige une insurrection contre les Britanniques pour défendre le trône d'or. Au XXe siècle, les idées de libération se répandent à travers toute l'Afrique. Après la Seconde Guerre mondiale, une génération de leaders émerge, et parmi eux, Kwame Nkrumah, formé aux États-Unis et en Angleterre. Il fonde le Convention People's Party et mobilise les masses. Le 6 mars 1957, la Côte de l'Or devient le premier pays d'Afrique subsaharienne à obtenir son indépendance sous le nom de Ghana, en hommage à l'empire médiéval du même nom. Ce moment marque un tournant historique pour tout le continent. L'indépendance ouvre une nouvelle ère, pleine d'espoir mais semée d'embûches. Nkrumah, devenu président, rêve d'un Ghana industrialisé et leader du panafricanisme.
Il lance des projets d'infrastructures ambitieux, comme le barrage d'Akosombo qui donne naissance au lac Volta, l'un des plus grands lacs artificiels du monde. Mais son autoritarisme croissant et ses alliances socialistes inquiètent. En 1966, un coup d'État militaire le renverse. Commence alors une longue période d'instabilité. Le pays est dirigé par une succession de gouvernements militaires, certains répressifs, d'autres réformateurs, mais tous confrontés à une économie en déclin. Il faut attendre 1992 pour que le Ghana adopte une nouvelle constitution démocratique. Les élections libres, bien que parfois tendues, deviennent la norme. Le pays se stabilise progressivement, entrant dans une nouvelle ère de gouvernance. Malgré les bouleversements politiques, la culture ghanéenne demeure un pilier central de la société. Elle se transmet à travers la langue, la musique, les tissus, les danses et les cérémonies traditionnelles. Le kente, tissu coloré aux motifs symboliques, est reconnu dans le monde entier. La diversité linguistique est impressionnante. Plus de 80 langues parlées, reflet de l'histoire multiethnique du pays. L'anglais, hérité de la colonisation, est la langue officielle, mais le twi, l'évé, le ga ou le dagbani rythment la vie quotidienne. La musique est un vecteur d'identité, du highlife aux influences jazzy, en passant par le hiplife, fusion entre musique traditionnelle et hip-hop. Les festivals traditionnels comme Omowo, célébration des récoltes, ou Akwasidae chez les Ashanti, sont autant de moments de communion entre le passé et le présent. Le Ghana du XXIe siècle est souvent cité en exemple sur le continent. Les élections y sont régulières, le multipartisme respecté, et la liberté de la presse y est parmi les plus élevées d'Afrique. Le pays a connu plusieurs alternances politiques pacifiques, ce qui renforce sa réputation de démocratie stable. Sur le plan économique, le Ghana reste tributaire de ses ressources. Or, cacao, pétrole, mais aussi de son agriculture. La croissance est réelle, mais fragile. Le chômage, notamment chez les jeunes diplômés, reste élevé. La société évolue rapidement, avec une urbanisation galopante, des classes moyennes en expansion, mais aussi des défis d'aménagement, de transport, d'éducation et de santé. Le Ghana est à un carrefour. Les défis sont nombreux. Lutte contre la corruption, amélioration de la gouvernance, protection de l'environnement, réduction des inégalités. Le changement climatique menace certaines régions et la pollution plastique envahit les villes côtières. Mais le pays dispose de ressources considérables. Sa jeunesse, instruite et connectée, aspire à l'innovation. Les startups se multiplient, la culture numérique progresse et la diaspora joue un rôle de plus en plus actif dans le développement. Le Ghana mise également sur le tourisme culturel, en valorisant son passé à travers des lieux comme les forts de Cape Coast. Le Ghana est bien plus qu'un État. C'est une mémoire vivante, une force tranquille, un pont entre les racines africaines les plus anciennes et les ambitions du monde moderne. Du trône d'or à la lutte pour la souveraineté, des chants funéraires à la voix des urnes, il incarne la promesse d'un continent en marche. Son histoire, faite de grandeur, de douleur, de résilience et d'aspiration, résonne bien au-delà de ses frontières. Le Ghana, aujourd'hui, est debout, fier de son passé, lucide sur son présent et confiant en son avenir.